Je vais laisser la parole à Jean Caneva, donc, qui a été le secrétaire général d'un grand groupe d'entreprises et juge au tribunal de commerce de Bobigny. Donc, il a présidé l'UNAFAM. Il nous en dira peut-être un tout petit mot, de 1998 à 2011. À ce titre, il a participé à l'élaboration de la loi de 2005 sur les personnes handicapées, donc, et à celle de 2007 sur la protection juridique, et également celle de 2011 sur le soin sans consentement. Et vous avez été membre également du conseil de la CNSA, donc, de 2005 à 2011. Donc vous allez nous faire une petite, votre propre analyse de l'article 12, donc de la Convention ONU, à la lumière de votre expérience à la fois de juriste et de représentant des accompagnants des personnes ayant des troubles psychiques. Je vous laisse la parole. Merci. Je vais en effet me concentrer sur les troubles psychiques qui sont un peu, à mon avis, la novation de la loi de 2005. La loi de 1975 sur le handicap n'avait pas intégré cette dimension. On parlait des handicaps mentaux, mais l'interprétation qui avait été donnée à l'époque, c'était essentiellement la déficience intellectuelle. Et c'est vrai que cette dimension-là a été une innovation considérable pour nous. Alors, je suis un juriste. Je vais vous parler de l'article 12 en juriste. Moi, je ne comprends pas très bien comment l'État a pu signer une convention pareille, parce qu'elle est, à mon avis, univoque. Elle exprime un objectif qui est très, très important, très significatif, mais il n'y a pas la contrepartie de la protection. Or, je ne connais pas de problème de cette complexité, surtout par mon expérience de juriste, où il n'y ait pas d'un côté une thèse, de l'autre partie de la thèse, et puis à la justice, et à la loi d'abord, et à la justice de dire quelle est la meilleure synthèse entre les deux. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est essentiellement, il y a des mots qui me choquent, si vous voulez, bon, je suis franc avec vous. Les États parties, alors, le 1, reconnaissance de tous les lieux de leur personnalité juridique, ça n'a jamais été un problème pour nous. Le problème, ce n'était pas la personnalité juridique, c'était tout simplement l'existence vitale. C'est-à-dire que quand la psychiatrie est arrivée dans mon foyer, dans mon appartement, c'est un séisme hein, épouvantable, il faut être honnête. J'ai cherché de l'aide et il n'y avait rien. C'est incroyable, mais il n'y a rien. Les psychiatres sont dans les hôpitaux ou dans la cité, ils font des consultations souvent psychanalytiques, mais pour les faire venir dans l'appartement, je vous promets que c'est un vrai problème. Et quand vous avez une urgence de danger immédiat, comme j'ai entendu tout à l'heure, eh bien, on est tout seul. Et quand ça vous arrive, je vous assure que ça nous étonne que dans un pays civilisé, il n'y ait rien. Alors, moi, j'ai cherché à savoir où il y avait des réponses. Il y avait en effet une association, UNAFAM, je suis tombé tout à fait par hasard sur cette association, où il n'y a que des familles. Ils sont toutes concernées par ce problème. Puis j'ai découvert qu'il y en avait 6 000 quand je suis arrivé, 15 000 quand je suis parti 13 ans après. Et puis j'ai demandé à des gens, à des experts sociologues ou surtout à des recherches. Avec mon ami Bertrand Esquet qui est ici, on a fait des accords avec des centres de recherche, CNRS et autres, et avec des experts qui ont même organisé ce colloque. Et on leur a dit, dites-nous qu'est-ce qui se passe, dites-nous qu'est-ce qui se passe, combien sont-ils d'abord, ces malades, pourquoi sortent-ils de l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait, comment... Bon, et puis on a eu des rapports très intéressants nous disant, mais ils sont très nombreux. On a dit, mais combien? Ah, on ne sait pas, personne ne sait. Les malades ne savent pas, les services sociaux non plus, l'État ne sait pas. Bon, c'est quand même incroyable. Bon, alors donc... finalement, on a eu des rapports qui nous ont dit que c'est entre 1 et 4% de la population. Mais vous réalisez ce que ça représente?
On est 60 millions d'habitants, 1% ça fait 600 000, et même si on double, ça fait 1,2 million. Voilà des personnes qui sont, grâce aux soins, il faut être honnête, à des nouveaux soins qui ont été inventés un peu par hasard dans les années 50, avec des médicaments qui calment un certain nombre de symptômes. Mais ça ne les guérit pas, hein, mais ça calme un certain nombre de symptômes. Donc ils sont dans les familles, ils sont dans des situations très terribles, et ils ont des souffrances incroyables, et personne pour nous aider. Alors, il y a eu, je passe vite parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a eu quelques phénomènes qui nous ont aidés. D'abord, on était révoltés. Les familles révoltées, ça peut avoir des incidences politiques. Sur la France entière, hein, l'UNAFAM, c'est 15 000 familles, c'est-à-dire 50 000 personnes, si vous comptez les époux, les frères et sœurs, etc. Premièrement, on était révoltés. Deuxièmement, il y a eu une erreur judiciaire. C'est l'arrêt Perruche qui a obligé le gouvernement à réviser la loi de 1975. Ça, c'était intéressant. Et puis, nous, on a finalement eu des occurrences, des gens qui, même à la DGCS, la Direction des Affaires sociales, des gens qui étaient sensibilisés. Et même, Patrick Goé, ici présent, m'a dit qu'il y avait les plus hautes autorités de l'État qui avaient soutenu notre action. Peut-être parce qu'ils étaient concernés. Mais plus que ça, c'est parce qu'ils avaient le sens qu'il y avait un vrai problème. Qu'il y avait 1 million ou 2 millions de personnes qui étaient sans réponse. Donc, vous voyez, la reconnaissance, ce n'est pas tellement la capacité juridique pour nous, c'était la capacité d'existence, simplement. D'abord d'existence. Ça veut dire quoi, une existence? Ça veut dire qu'un logement, un accompagnement, des ressources, puisqu'ils ne peuvent pas travailler, éventuellement des protections juridiques, mais éventuellement, et ensuite des liens sociaux, des possibilités de liens sociaux. Alors, on a exprimé tout ça au gouvernement, on a été soutenu par les autorités, le ministère, Patrick Goé aussi nous a soutenus, c'est vrai, parce qu'il savait ce que c'était. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir emmener la secrétaire d'État dans ce qu'on appelait à l'époque un club. Aujourd'hui, on appelle ça un GEM. Elle était secrétaire d'État aux personnes handicapées, mais elle n'avait jamais vu de personne handicapée psychique. Mais ça, c'est la vie. Donc, elle a parlé pendant toute une après-midi avec son staff, avec son cabinet, avec ces personnes. Et en sortant, elle m'a dit, « Monsieur Caneva, mais comment ça se fait qu'on ne fait pas des institutions comme ça partout ?» Je lui ai dit, « Mais ça, madame, ça ne tient qu'à vous. » Et à ce moment-là, dans la loi de 2005, on a eu à la fois le mot psychique. Vous ne vous rendez pas compte ce que ce mot psychique, à côté du mental, a fait exister une population gigantesque, et où maintenant, quand on va dans un service social, on ne nous dit plus, Monsieur Caneva, allez à l'hôpital, on nous dit, attendez, on va regarder votre cas, parce qu'avec l'étiquette du handicap, on a fait gagner des droits aux personnes. C'est exactement l'article 1. Hein. Bon, maintenant, dire qu'ils peuvent jouir de leur capacité juridique, alors excusez-moi, non, pas totalement. Ils ont la capacité juridique, mais en jouir, le mot jouir, ça veut dire qu'on peut l'exercer, pas totalement, sincèrement pas totalement. Ça veut dire que ce papier-là a été fait par des gens qui ne connaissent pas le handicap psychique dans ses profondeurs. Après, la nécessité de l'accompagnement. Bien sûr, la nécessité de l'accompagnement, c'est évident. Quant au chapitre 4, sur la volonté, excusez-moi, mais allez discuter dans des GEM, vous les professionnels et vous les chercheurs, et expliquez ce que c'est qu'une volonté avec une pathologie psychiatrique. Ils sont délicieux. Quand ils sont intelligents, ils sont vraiment très intelligents, mais ils ont des capacités à mettre en œuvre leur intelligence. Alors c'est difficile à expliquer à des gens qui vont bien, mais je vous assure, la seule chose, c'est que je vous envoie, et surtout les chercheurs, on a absolument besoin que vous expliquiez à la population que ces gens-là souffrent et ont des problèmes de passage à l'acte positif. Voilà, pour cette... Alors, si vous voulez, avec ma réaction de juriste, j'aurais reçu cette convention, j'aurais reporté l'audience en demandant qu'il y ait une contrepartie sur la protection.
Voilà pour la partie, j'ai encore 3 minutes, je vais vous dire tout le bien que je pense de la justice, et en demandant aux chercheurs qui sont ici présents de militer pour ne jamais mélanger la politique et la justice, et la loi. Je vous assure, c'est très très important que même lorsque les politiques sont sécuritaires, vous avez un juge qui peut, avec l'article 121 du Code pénal, dire cette personne n'avait pas ses capacités, donc elle n'est pas responsable. Il faut être courageux. Il faut que la loi lui dise qu'elle peut le faire, même si les politiques lui disent qu'il faut enfermer tout le monde. Vous comprenez pourquoi la loi nous protège, la loi votée. Et moi, j'ai beaucoup aimé les magistrats qui ont témoigné ici. Vous avez vu, ils sont très précis. L'article temps, voilà ce qu'on peut faire. Mais c'est pas de la sensibilité, c'est l'application de lois qui ont été votées et qui nous protègent. Voilà. Je vous donne un dernier exemplaire parce que je suis très choqué par ce qui s'est passé, par exemple, dans la filiale de la Lufthansa. Je crois qu'il y a toujours deux droits. Il y a un droit, par exemple, au dossier médical et il y a un droit de protection. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas une responsabilité quelque part qui fasse dire que quand le dossier médical porte un risque à des gens qui sont pilotes d'avion et qui emmènent 350 personnes, il n'y ait pas des informations quelque part. Il y a une responsabilité. Moi, j'ai été patron. Il y a eu des accidents dans mon groupe. C'était normal que la police vienne me dire « Est-ce que vous avez pris les mesures qu'il faut ?» C'est absolument normal. Il y a les deux mentions et je supplie les chercheurs ici de toujours présenter, comme dans la justice, les deux parties, la partie liberté de l'individu, protection de l'individu, liberté de l'individu et protection de l'individu et de la société. Voilà ce que vraiment je voudrais que les rapports nous aident à donner, d'une part, aux élus, pour qu'ils fassent des lois qui soient justes, et ensuite que vous souteniez avec moi le courage de la justice pour défendre les plus démunis. Merci. Merci pour votre intervention. Alors d'abord, je suis obligé de dire qu'il n'est pas possible de donner du temps de parole pour les questions, puisqu'on m'a indiqué que le temps était déjà largement dépassé. Donc je pense que ceux qui voudraient poser des questions, les intervenants restent là, donc vous pouvez les retrouver dans la salle. Donc juste quelques mots de conclusion. On voit bien qu'à travers l'intervention de M. Canva, pendant ces 3 jours, en tout cas, il ne s'agit pas de faire une conclusion, mais de dire qu'on est toujours entre l'autonomie et la protection. Et est-ce que c'est l'un avec l'autre ou l'un sans l'autre, ou est-ce que c'est complémentaire? Comment on arrive à trouver un équilibre entre les deux? Merci de nous avoir rappelé l'histoire de la reconnaissance de l'altération des fonctions psychiques, parce que c'est vrai que ça a été quelque chose d'important dans la loi de 2005. On se rend compte également que, suivant les interventions qu'on a entendues, qu'il y a des réponses très très variées, en fait, qui sont apportées dans l'accompagnement à la prise de décision, qui est l'esprit de l'article 12, que des réponses peuvent, en utilisant à la fois le droit ou des dispositifs ou des pratiques différentes vis-à-vis de cela. En tout cas, l'article 12, il nous amène à poser des questions, et le plus loin possible, sur l'expression des personnes elles-mêmes et la façon dont elles envisagent à la fois leur liberté et leurs droits, et que ce colloque est une belle occasion, en tout cas, et je remercie les organisateurs, de nous donner l'occasion de débattre sur ces sujets-là et d'aller plus en avant, à la fois sur des réponses qui sont à la fois juridiques, politiques et pratiques. Voilà, nous vous remercions.